Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Hansi Flick et aujourd'hui on va analyser la première partie de saison donc du Barça. Par rapport à ça, ça va être intéressant, on a beaucoup de choses à dire et on a tellement de choses à dire qu'on a fait la vidéo en deux parties. Je suis avec Dave Ledy, il va se présenter dans un instant, mais juste avant, donc on a parlé dans un premier temps des aspects positifs de ce qu'Hansi Flick a fait de bien dans un contexte quand même assez compliqué et désormais dans cette vidéo on va parler de plutôt ce qui est plus négatif, ce qu'il faudrait peut-être retravailler et donc voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme perspective pour la suite. Dave Ledy, c'est un grand honneur pour moi de t'avoir sur la chaîne, j'aime beaucoup ton contenu, je trouve quand même que tu es un youtubeur très pertinent et par rapport à ça, on peut clairement poser un classique. Est-ce que tu es prêt pour ça et comment tu vas? Eh ben écoute, je suis prêt à poser un classique avec toi. Je suis également très honoré d'être sur ta chaîne parce que tu es une chaîne que je suis quand même depuis pas mal de temps. Je regarde certains contenus, mais c'est assez limité finalement le nombre de gars de la communauté du Barça que je regarde, mais tu en fais partie. J'ai toujours apprécié tes contenus en général et depuis quelques temps on communique et on parle aussi un petit peu plus sur Twitter dans des débats qui sont toujours intéressants, même si on n'est pas toujours du même avis, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir argumenter dans le calme. Et avec toi, on est en capacité de le faire. Donc ça, c'est super bien. Donc super honoré d'être là. La première partie a été géniale. En tout cas, j'ai adoré parler avec toi. Donc n'hésitez pas à aller la voir juste après cette deuxième partie si vous voulez. Mais hâte de poser ce classique avec toi. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Le lien de la vidéo, donc la première partie sera en description, n'hésitez pas à aller voir, vous allez kiffer, ça c'est sûr. Maintenant, on va parler directement dans le vif du sujet et pourquoi pas donner la balle directement à Dave Ledy, justement par rapport à la gestion de la rotation d'Hansi Flick. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que pour toi, il y a des choses quand même qui ne vont pas à ce niveau-là? Bah alors, pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne ou qui sont déjà passés par là, vous savez que c'est un thème que j'évoque depuis quand même presque le début de la saison, cette problématique de gestion et de rotation, parce que depuis le début de la saison, quand même, on voit les limites de cet effectif, qui sont pas du tout pour l'instant un problème de Flick, c'est pas du tout de sa faute, hein, s'il a ça dans ses mains, parce qu'il n'a que ça dans ses mains, mais force est de constater qu'à certains postes, les remplaçants, ils sont pas foncièrement du niveau, ou même, des fois, il y a même pas de joueurs à certains postes, typiquement ailier gauche. Essayer de trouver quelqu'un à part Ferran Torres, c'est quand même très compliqué et c'est quand même chaud pour le FC Barcelone de ne pas avoir de gars autres que Ferran Torres sur l'aile gauche. Donc à partir de ça, je me suis dit, bon, on a un football aussi qui va demander beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts, on joue beaucoup dans la verticalité, il y a de l'effort de la part des joueurs. Comment on va faire pour durer toute la saison avec cet état de forme sans être en capacité de faire énormément de rotation de haut niveau? Donc du coup, moi, mes idées au départ, c'était de se dire, il faut essayer d'avoir un petit peu de rotation, qu'elle soit pas forcément énorme comme face à Osasuna où on en a fait 6 d'un coup, mais que ce soit une rotation qui soit un peu tempérée, mettre deux, trois joueurs par-ci par-là. Et la problématique, c'est que des fois, j'ai vu dans certains matchs que Flick était un peu hésitant à le faire. C'est-à-dire qu'on était toujours dans cette optique de se dire, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Et malheureusement, pour gagner, il faut absolument mettre l'équipe type. Alors qu'au bout d'un moment, oui, l'équipe type te garantit des choses, mais lorsqu'elle est à 100%. Dès qu'elle n'est plus à 100%, cette équipe type, elle fait bien un peu et c'est peut-être plus intéressant de mettre deux, trois joueurs qui te ramènent du 109, qui vont être entourés de joueurs qui ont de la confiance et qui, eux, ont du rythme, et de faire en sorte que cette équipe, elle avance et que sur le long terme, elle fonctionne. Parce que oui, dans les rêves les plus fous, cette équipe à 100%, elle serait géniale, mais malheureusement, on a des joueurs aussi qui soit sont très très jeunes, soit sont des fois un petit peu aux abonnés blessures. Il faut le prendre en compte dans le contexte. Donc c'est un point pour moi qui est ultra important et qui pour l'instant peut, je pense, encore être amélioré de la part de Flick. On a l'exemple parfait qui est le cas de Lamine Yamal, qui est un joueur qui, selon moi, a beaucoup trop joué depuis ce début de saison. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu plus de ça, de cette rotation? Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je pense que Hansi Flick a trop souvent mis l'équipe type. Et déjà, dans un premier temps, on voit que les joueurs sont fatigués. Quand je vois par exemple Rafinha terminer le match face à Dortmund avec des grosses crampes, on voit qu'il subit quand même beaucoup de fatigue. Il se donne à fond. On voit que Pedri aussi donne énormément. Par exemple, face à Atlético Madrid, il a couru pratiquement 13 km. C'est pas vraiment quelque chose d'habituel. S'il fait autant d'efforts, il a besoin d'avoir du repos et ne l'a pas forcément. Par rapport à ça, déjà, les joueurs doivent être plus protégés selon moi. Et puis, il faut avoir une vision un peu plus long terme sur la saison. Parce que par exemple, quand tu fais jouer très peu des gars comme Fermin Lopez, comme Frenkie de Jong, après bon, lui c'est un cas assez compliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est que à un moment donné, tu auras besoin d'eux. Ouais. Quand il y aura la Copa, quand il y aura la Super Copa aussi, tu auras plus de compétition, des matchs tous les 3 jours avec beaucoup d'enjeux à chaque fois. Ouais. Et si jamais tes remplaçants, lorsqu'ils jouent, ils ne
sont pas du tout en confiance, n'ont pas de rythme, à ce moment-là, tu vas le payer assez cher. Et puis en Ligue des Champions, on sait très bien que souvent c'est une compétition où les remplaçants font la différence aussi. Et si jamais, encore une fois, ils ne sont pas valorisés, eh ben, ils ne serviront pas à grand-chose et n'arriveront pas à aider l'équipe. Et pour aller loin, pour être compétitif, il faut miser sur un banc aussi qui peut être performant. Donc par rapport à ça, c'est un point qui est très important. Et jusqu'à présent, Hansi Flick ne l'a pas forcément très bien géré. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Tu fais bien d'appuyer sur le fait de la question du rythme et de la confiance. C'est ça le plus important, c'est qu'on a des joueurs, typiquement Gavi, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Fermin Lopez, ils ont besoin déjà de jouer pour avoir de la confiance et quand ils vont rentrer en jeu, se dire je peux réellement apporter quelque chose. Mais aussi la question du rythme. Tu l'as très bien dit, un joueur, tu peux pas laisser sur le banc pendant 5, 4 mois et puis lui demander ah en février s'il te plaît ce match titulaire tu Ouais. peux te donner à 100%. C'est pas possible, tu as besoin d'avoir des minutes de jouer. Alors pour l'instant il y a Flick en tout début de saison quand on mettait des gros scores aux autres qui arrivait, qui faisait ses 5 changements à la 60e minute de jeu. Mais moi je parle de réellement faire de la rotation sur le 11 type. Et bien évidemment quand tu vas faire de la rotation tu perds en niveau. Typiquement je sais pas, tu fais une rotation où tu mets un Eric Garcia à un moment des fois pour faire souffler un Casado en numéro 6. Tu perds en niveau. Je suis pas en train de dire typiquement que Eric Garcia, ça va être le même rendement que Casado. Mais tu vas peut-être gagner dans la saison, dans le long terme, parce que tu permettras à Casado d'être en forme plus longtemps. Pedri le faire reposer des fois un peu plus souvent. Lewandowski qui montre aussi des signes de fatigue. Tu as très bien évoqué le cas Rafinha qui est excellent parce qu'il est à 100%. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où Rafinha il est à 70%? Est-ce que c'est pas plus intéressant des fois de le faire souffler, de faire rentrer un Fermin Lopez à sa place? Un Koundé pour l'instant ça carbure, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes en pro, là j'ai vu ça Ouais. passer depuis le début de l'année. Bah oui, mais au bout d'un moment, Koundé, il faut aussi un petit peu le faire souffler. Les jeunes joueurs, Lamine Yamal, Koubarsi, 17 ans, autant enchaîner, est-ce que c'est pas risqué? Comme tu l'as très bien dit, on peut avoir une petite amélioration là-dessus et surtout sur l'équipe type. Exactement. Maintenant, on va passer à un autre point qui est donc plus concentré sur le jeu et on va parler des phases de contrôle. Comme vous le savez, Hansi Flick est un coach qui prône le jeu vertical constamment avec cette idée d'avoir un football très offensif où tu cherches toujours à avancer et à te rapprocher du but. C'est une très bonne chose et dans la vidéo avec Dave donc sur sa chaîne, on a parlé de tout ce qui est positif au niveau du jeu offensif, au niveau des occasions dangereuses que tu peux générer. Maintenant, il manque une chose, c'est les phases de contrôle. On sait très bien que le Barça cherche constamment à attaquer, à marquer des buts et des fois, il se précipite un peu trop, perd des ballons bêtement et au final, tu subis plus le jeu qu'autre chose et tu dois à chaque fois compter sur ton piège du jeu pour pouvoir, on va dire, limiter la casse. Tout à Et fait. ça, c'est un petit peu problématique. Quand on regarde par exemple au Barça, il faut se fier aussi aux qualités des joueurs. Quand tu as Pedri, Casado, Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, tu as des joueurs quand même qui sont très forts balle au pied. Et des fois, c'est un petit peu dommage aussi de leur demander constamment de jouer vers l'avant, alors que des fois, ils pourraient avoir plus de maîtrise. Et puis, je pense qu'il faut avoir une lecture plus globale. Dans un match, tu peux avoir des séquences où tu attaques constamment, mais je pense qu'il faut avoir d'autres séquences aussi où tu maîtrises un peu plus le tempo. Et c'est à ce moment-là aussi que c'est plus dur pour l'adversaire de pouvoir te contrer. Si jamais constamment tu attaques, ils savent à quoi s'attendre et ils savent un petit peu mettre en plan qui pourra contrer cela. Alors que si jamais tu arrives à t'adapter constamment, Ouais. là, c'est autre chose. Et on l'avait vu par exemple face au Real Madrid. Ouais. Souvenez-vous, première période assez compliquée, la seconde a été largement meilleure parce que De Jong est rentré. Ouais. Et quand il est arrivé au milieu de terrain, il a porté beaucoup plus de contrôle, il a beaucoup plus mis le pied sur le ballon. Alors je dis pas que c'est lui la solution, en ce moment il est dans une période quand même assez compliquée, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois il faut savoir gérer ça. Et d'ailleurs, on voit qu'Hansi Flick aussi trouve des solutions, on en parlera un peu plus tard par rapport à son 4-3-3 qui met de plus en plus en place, mais il y a quand même des choses à faire par rapport à ça. Et si jamais le Barça arrive plus à gérer ses phases de contrôle, à ce moment-là, tu vas un peu moins subir par rapport à tes adversaires et tu vas aussi plus être protagoniste dans les matchs, ce qui est très important. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Dave? Bah écoute, il y a un milliard de choses à dire parce que cette problématique de conservation, c'est vraiment un des gros points limitants, j'ai trouvé, du Barça sur cette première partie de saison, même si, comme on va l'évoquer, on l'a dit, ça tend vers le positif et c'est très bien Flick qui est en train de réagir par rapport à ça. Mais cette idée de surverticalité, elle marchait aussi en début de saison parce que tu avais la fraîcheur. Avec la fraîcheur, tu arrives à faire des gestes entre guillemets rapides qui vont vers la verticalité assez facilement. Tu vas faire les bonnes courses, tu vas faire les bons choix d'appel, tu vas faire les bonnes passes, tu vas prendre le risque, ça marche. Au bout d'un moment, la fatigue arrive, ce qui est totalement normal. Tu te dois des fois d'un petit peu plus gérer le tempo, essayer de faire en sorte que tes attaques elles soient un petit peu plus différentes, de trouver des alternatives, des plans B, des plans C. Et puis en plus de ça, ça va t'aider énormément aussi dans le contre-pressing, comme tu l'as dit, ce qui va être très important pour le Barça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas améliorer tes phases de conservation, tu fais monter ton bloc plus lentement. À partir du moment où tu fais monter ton bloc plus lentement, tu es placé à la perte du ballon. Et tout de suite, tu peux récupérer le ballon ou en tout cas mettre une pression et l'adversaire, il balance. Là, contre l'Atlético Madrid, on a vu les 90 minutes.
très souvent, le Real Madrid, il balançait directement parce qu'on avait des vrais temps de possession et les mecs, bah, ils n'avaient pas le temps d'essayer de se relancer parce qu'on était hyper haut sur le terrain. Et après, je tiens à rajouter quelque chose aussi par rapport à ça, c'est que souvent, on nous fait un petit peu le reproche quand on dit on veut un peu plus de conservation. Non, mais de la conservation pour de la conservation, ça sert à rien. Chose, je suis totalement d'accord avec vous et je pense que Wartok, il est 100% d'accord avec vous là-dessus également. Mais ce qu'on appelle, c'est pas ce qu'on soit le cliché de Manchester City et jouer au handball. On dit juste, il faut en ajouter un petit peu plus. Il faut en faire un tout petit peu plus parce que comme ça va nous permettre d'avoir plusieurs cordes à notre arc. Quand on joue et il faudra jouer vertical, il faut le faire parce qu'on a aussi des joueurs qui interprètent très bien cette verticalité. Mais en revanche, il faut aussi faire des efforts dans la conservation. Jouer avec les deux. Que les joueurs qui sont plus typés verticaux, que sont un petit peu des Rafinha ou des Dani Olmo par exemple, des Baldé, etc., fassent l'effort d'être dans la conservation, mais que les joueurs aussi de conservation type Pedri, type Casado, dans les clichés, je parle, fassent aussi l'effort de jouer dans la verticalité. Et Pedri, typiquement, contre l'Atlético, l'a fait. Le nombre de balles là qu'il a envoyé directement sur Rafinha, qui étaient normalement des passes décisives qu'il a faites, tu joues directement dans la verticalité. Les deux doivent faire des efforts, les deux doivent faire un pas vers l'autre pour qu'on ait cette super force qui va être importante pour la deuxième partie de saison, de jouer quand il le faut dans la temporisation et quand il le faut dans la verticalité. Point très important. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et dans la même lignée, on peut aussi parler des sorties de balles. C'est un petit peu ce qui se rapproche aussi de cela. Et je te laisse en parler justement. Bah, au niveau des sorties de balles, on est face à un Barça qui, c'est vrai, en début de saison, avait une certaine facilité qui venait aussi à travers la fraîcheur, mais qui au bout d'un moment est un petit peu tombé dans le cliché de lui-même. C'est-à-dire qu'on a vu au bout d'un moment un Inigo Martinez envoyer tout le temps des longs ballons un petit peu au hasard, un petit peu random, en essayant de chercher une certaine verticalité, mais qui essayait de s'appuyer uniquement sur une chance de pourquoi pas ça va passer. Or, cette logique, elle fonctionnait plus trop. Tu avais aussi une problématique de la fraîcheur au milieu de terrain qui te permettait pas énormément de la part de Pedri ou d'un Casado de bien demander le ballon dans des endroits où ils étaient libres, ce qui empêchait un peu Inigo et Koubarsi de les trouver dans l'interligne, alors que ce sont des joueurs qui sont extrêmement forts justement dans la passe, et c'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on apprécie justement chez cette charnière centrale, c'est la capacité de casser des lignes et de trouver les milieux de terrain. Le problème, c'est qu'avec la fatigue, bah, tu as des joueurs qui font de moins en moins les appels pour être disponibles. Et donc à travers ça, on a un Barça qui a été de plus en plus en difficulté là-dessus, et qui des fois a été assez impatient et qui a voulu justement, on retombe dans cette idée de surverticalité, trop jouer vite vers l'avant au lieu d'être patient et de demander à ses joueurs peut-être de redescendre un petit peu plus et d'aider les centraux et les latéraux et pourquoi pas même Iñaki Peña à se relancer plus facilement. Toi, tu vois quel autre point sur cette idée de la sortie de balle? Déjà, je suis d'accord avec toi. Et quand on regarde souvent les sorties de balles du Barça, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'espace entre les joueurs. Comme tu le dis, par exemple, on n'arrive pas à toucher les milieux de terrain parce qu'ils sont assez loin des défenseurs. Et que dire des attaquants? Ouais. Les attaquants, c'est simple. Hansi Flick leur demande d'être le plus haut possible. Ouais. Et ça fait qu'au final, il n'y a pas assez de soutien. On va pas essayer de créer le surnom pour sortir proprement. On va surtout essayer de tout de suite trouver la passe qui va faire mal. La passe pour aller tout de suite attaquer. Parce qu'Hansi Flick veut constamment attaquer. Et ça va ensemble. Hein. Quand on parle de sortie de balle et de phase de contrôle, des fois aussi, il faut savoir sortir le ballon plus calmement. Parce que quand tu veux toujours jouer avec un jeu long, à ce moment-là aussi, les adversaires le comprennent. Par exemple, Iñaki Peña, la plupart du temps, il ne se pose pas de questions. Hein. Déjà, dans ses dégagements, c'est à chaque fois vers Lewandowski. C'est très rarement qu'il va faire du jeu court. Et puis, vous voyez les situations où il va faire des sorties très loin de son but. À chaque fois, il va dégager le ballon en touche. Et il y avait une anecdote quand même assez intéressante par rapport à ça. Okay. C'est que Omar Da Fonseca avait dit que lors de la préparation du match, il s'était entraîné à faire des dégagements. Et ça m'a quand même marqué quand il avait dit ça, parce que ça prouve que le Barça ne veut pas prendre de risques. Ils veulent que directement il dégage le ballon au lieu de ressortir proprement. Ouais. Et on peut se dire que par exemple Hansi Flick a vu des limites dans son jeu au pied, donc ne veut pas prendre de risques, vu que déjà il est assez loin de son but. C'est possible, je ne sais pas vraiment c'est quoi la raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des fois on voit des situations où Iñaki Peña peut clairement jouer court quand il fait ses sorties, mais il va dégager le ballon et tu perds le ballon à ce moment-là, alors que tu peux relancer proprement et assurer une phase de contrôle. Ça, pour moi, c'est quand même dérangeant. Il y a un peu trop de précipitation à vouloir toujours attaquer. Mais des fois, tu mets pas assez le pied sur le ballon. Et puis, quand on regarde par rapport à ça, même le Bayern Munich aussi avait posé des problèmes au Barça. Ils avaient eu un très bon pressing et des fois, le Barça n'arrivait pas trop à sortir des ballons. Et ça, c'est parce qu'à chaque fois, les joueurs sont trop espacés. Quand ils subissent une grosse pression, c'est tout de suite plus compliqué. Ils vont essayer de faire la passe qui va faire mal, mais des fois, tu te précipites et c'est là que tu perds le ballon et que tu te mets en danger. Rappelle-toi aussi, face au Rayo Vallecano, au tout début de saison, chez eux à l'extérieur, le Barça a été mis en grande difficulté sous la pression et il n'arrivait pas à sortir les ballons.
Et par rapport à ça, ça peut encore arriver par la suite parce qu'on voit une équipe quand même qui n'a pas un jeu où ils peuvent s'adapter par rapport à l'adversité et par rapport aux circonstances. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis même, j'avais regardé moi une analyse un peu plus détaillée du match contre le Betis. Quand le Betis met son but en toute fin de match, ça vient. J'avais regardé une vidéo de Café Barça d'ailleurs sur le thème. Ça vient entre guillemets avant, au tout départ, d'un long ballon envoyé par Enrique Peña, exactement ce que tu disais, Ouais. alors qu'il y avait une possibilité claire devant lui à 5 mètres d'une passe assez courte. Mais dans l'affolement du match, il l'a fait. Et j'ai un tout petit peu ressenti ça également sur la fin du match contre Dortmund. Alors contre Dortmund, ce qui nous sourit, bah, c'est ce but de Ferran Torres qui est libérateur. Mais sur la fin de match, on voit un Barça qui essaye à chaque fois de s'en sortir en essayant de dégager le ballon sur Ferran Torres, d'essayer de le trouver tout de suite dans la verticalité, alors que peut-être dans ces moments-là, il faut essayer plus de temporiser et de trouver des solutions qui sont plus proches les unes des autres. Je dis pas que c'est forcément facile, hein, c'est dur. Ça devient plus compliqué, il reste peu de temps, il y a l'adversaire qui commence à être sur le dur sur toi, qui commence à t'acculer un peu dans ton camp. Mais c'est vrai que c'est quelque chose exactement comme tu dis qui est important de souligner la sortie de balle. Et moi, j'avais une question pour toi qui était un peu plus sur cet aspect du jeu qui est le hors-jeu, qui est quelque chose, on l'a dit dans la première partie, qui peut nous amener beaucoup de choses, qui est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup et j'ai envie qu'on continue là-dedans. Mais toi, est-ce que tu vois des petites limites, des petites failles dans ce système du hors-jeu? Alors déjà, comme tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de positifs. On en a parlé dans ta vidéo. Évidemment, défensivement, ça aide beaucoup l'équipe. Et puis par rapport au système d'Hansi ça met les joueurs dans les meilleures conditions. Maintenant, ce qui me pose problème surtout, et ça je le dis depuis le début de la saison, j'en ai fait plein de vidéos, les gens ne comprenaient pas forcément, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui le comprennent, c'est que mettre en place quelque chose que tu répètes constamment, Ouais. bah, ça rend ton jeu lisible. Mm. Par rapport à ça, le Barça met tout le temps le piège du hors-jeu en place. Les équipes analysent le Barça, savent comment ils jouent et trouvent des solutions. Par exemple, lors de la défaite face à la Real Sociedad, on a bien vu qu'ils avaient compris comment ça fonctionnait. Ouais. Lors du match face au Bayern Munich aussi, ils avaient compris. Regardez par exemple, le plan du Bayern était simple. Mm. Ils mettaient un leurre en attaque, c'était Harry Kane, donc il faisait un faux appel. Personne au Bayern ne le prenait en considération. Ils savaient très bien qu'en gros, l'idée, c'était que le Barça fasse le piège du hors-jeu en fonction d'Harry Kane. Ouais. Et à ce moment-là, c'était les joueurs sur les côtés qui partaient de beaucoup plus loin et qui étaient trouvés. Le Barça, lors de la première période, regardez là, si vous avez oublié, vous allez voir qu'ils ont été mis en grande Non. difficulté constamment par rapport à ça. Parce qu'une équipe a trouvé une faille dans le système d'Hansi Flick. Après, Hansi Flick l'a bien compris, a retravaillé ça, et on voit qu'aujourd'hui, le piège du hors-jeu ne se calque pas sur un seul joueur. Ils comprennent des fois qu'il y en a qu'il ne faut pas prendre en considération. Ça, c'est une bonne chose, on voit du progrès aussi. Mais dans l'idée, faire le piège du hors-jeu tout le long d'un match, pour moi, ce n'est pas un système, en tout cas, qui va toujours pouvoir fonctionner. Il y a des équipes qui vont trouver Ouais. des alternatives, qui vont réussir à faire mal à ce niveau-là, notamment avec du jeu long. On l'a vu par exemple à la limite, dans la ligne médiane, il y a beaucoup d'équipes qui mettent des joueurs là pour qu'ils ne puissent pas être en position d'hors-jeu, et le gardien envoie de très très longs ballons. Ouais. À ce moment-là, il y a du danger qui a été créé. Donc c'est comme ça que je l'interprète. Et toi, Dave, est-ce que tu as un dernier truc à dire par rapport au piège du hors-jeu? Bah, le piège du hors-jeu, comme moi je viens de te le dire juste avant d'introduire ce sujet-ci, c'est quelque chose que j'apprécie, entre guillemets. Enfin, c'est une envie, une philosophie, si vous voulez, une tactique que j'apprécie, que j'ai envie de voir conserver. Mais c'est vrai que c'est très intéressant que tu le dises, parce que moi, j'y avais pas du tout trop pensé. Il faut savoir la mesurer et peut-être pas, oui, effectivement, la faire pendant tout un match aussi longtemps. Surtout que nous, ça va nous forcer aussi à avoir un contre-pressing, un pressing qui doit être tout le temps à 100% et en tout cas bien fait parce qu'à partir du moment où tu vas laisser ton adversaire avoir une lampe de lancement qui est dans le confort, compliqué parce que si Bah, tu c'est laisses tout. par exemple le numéro 6 de l'adversaire avoir la possibilité de lancer ses flèches à droite, à gauche, ses différents ailiers, bah t'es tout de suite en difficulté. Donc nous du côté du Barça, on est obligé d'être haut et de récupérer le ballon assez haut et en tout cas d'avoir des joueurs à la pression qui mettent en difficulté la lampe de lancement adverse et en aucun cas on peut se relâcher là-dessus si on a cette ligne défensive comme tu le dis qui est haute constamment dans un match. Donc en plus de ça, c'est peut-être un petit peu ça le risque. Et comme tu l'as très bien dit, il faudrait peut-être essayer de tempérer, continuer à la conserver parce que c'est quand même quelque chose de positif qui nous apporte beaucoup de bien, mais essayer un petit peu des fois de trouver une autre petite parade. C'est hyper pertinent ce que tu dis hein, par rapport au pressing contre-pressing parce qu'on l'a vu. À chaque fois que le Barça pressait bien, le piège Ouais. du jeu fonctionnait encore mieux. Et les deux sont liés parce que le porteur du ballon ne doit pas avoir assez d'espace pour pouvoir donner la balle. Et à ce moment-là, il sera beaucoup moins dangereux. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut tempérer ça en pensant que le Ouais, Barça doit défendre en ouais, bloc bas par moment ou quoi. Non, pas ouais. forcément exagérer à ce point. Mais en tout cas, pas répéter constamment. Et des fois, il y a des actions, je ne sais pas si tu as remarqué, où 3 fois de Ah suite, ouais. le Barça va faire le piège du hors-jeu.
mais en l'espace de peut-être 30 secondes. Je me dis, mais il faut un petit peu tempérer parce qu'à ce moment-là, il y a tellement de mouvements. Il suffit Ouais, qu'un joueur ne suive pas. Ah ben voilà, directement à ce moment-là, c'est très très dangereux. Et mm, on l'a vu quelques fois Baldé aussi, hein, ouais, être un petit peu en retard par rapport aux autres, c'est le seul qui a un petit peu de difficulté, je trouve. ouais. Et ça peut se payer cash. En tout cas, encore une fois, faut pas non plus Non, dire que tout est mauvais dans le piège du hors-jeu, mais il y a quelques ajustements à faire c'est pour être plus sûr, c'est sûr. compétitif par la suite. Je te laisse maintenant Bah continuer avec un autre écoute, le point. point qui peut ressembler un petit peu à cette même idée de lisibilité du côté du FC Barcelone, mais cette fois-ci sur le volet offensif, mais ça rejoint un peu le côté un peu de la surverticalité. C'est une attaque, des fois, qui peut être dans son approche justement un petit peu trop lisible, dans le sens où tu vas avoir des joueurs qui ont un peu des fois bah, le même style et la même zone des fois à attaquer avec aussi des fois quelques petites limites, mais ça vient aussi de ton effectif, c'est-à-dire que tu vas avoir un Baldé qui va être un peu esselé à gauche, il suffit que tu sois un adversaire et que tu comprennes comment on joue un petit peu Baldé, c'est-à-dire que tu te mets un petit peu à 2 mètres de lui, tu fais du recul frein, tu sais qu'il va avoir du mal à avoir de l'espace, puisque c'est un joueur qui aime beaucoup l'espace. Un Koundé sur le côté droit, bah bien évidemment, même s'il s'améliore énormément, c'est pas encore Cafu Prime, même s'il fait quand même de très très bonnes choses et que même dans les centres, c'est de mieux en mieux, hein. Bravo Koundé. Et de toute façon, c'est un défenseur et son premier rôle, c'est de défenseur. Bien sûr, ouais. Mais que voilà, peut-être il y a certaines limites, que Rafinha, à certains moments, bah, dès que tu le mets dans une zone d'inconfort, que tu commences réellement à bloquer, à l'entourer de beaucoup de joueurs, ça devient compliqué. Qu'un Lewandowski, dans son type de jeu, plus on avance, plus on va en difficulté, plus son jeu est lisible. Voilà, des fois, à certains moments, tu as un Barça qui pouvait être assez, voire trop lisible dans son approche, dans sa verticalité, mais ça rejoint un peu cette idée de surverticalisation. On est en train un petit peu, et je pense qu'on va en parler juste après, des possibles solutions, mais voilà, qui était pour son adversaire avec une lecture, une grille de lecture un peu trop simple à analyser, selon moi. Toi, tu penses quoi un peu de cette situation? Je te rejoins là-dessus, mais si on regarde les choses de manière plus globale aussi, on peut voir que par exemple, le Barça d'Hansi Flick joue toujours Ouais, avec un bloc très très haut, à la limite de la ligne médiane, voire même ouais, des fois bien plus haut que ça encore, avec toujours les pièges du hors-jeu à répétition, avec toujours un jeu qui penche fortement sur le côté droit, avec toujours des joueurs qui cherchent la verticalité, bah ça fait qu'au ouais. final, tu sais très bien à quoi t'attendre. Aujourd'hui, une équipe qui joue face au Barça sait très très bien ce que le Barça va faire. Alors évidemment, il peut y avoir des ajustements par rapport à l'adversaire, mais dans l'idée, tu sais à quoi t'attendre, tu sais sur quoi il faut travailler, et tu sais très bien qu'est-ce qui peut leur faire mal aussi. Donc l'idée d'Hansi Flick, c'est vraiment de tuer l'adversaire avant qu'il puisse te tuer, mais c'est une idée des fois où tu te dis que il faut peut-être un peu tempérer les choses. Je dis pas qu'il faut jouer d'un football moins offensif ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Mais dans l'idée, des fois, il faut savoir aussi comprendre qu'il y a plus de phases de contrôle à Mhm. avoir. Des fois aussi, tu peux mettre plus le pied sur le ballon, mais aussi attaquer différemment. Peut-être aussi par rapport au positionnement des joueurs aussi. Comme j'ai dit, le Mhm. jeu penche beaucoup sur la droite. Sur le côté gauche, des fois, il faut retravailler aussi au niveau Ouais, de l'aile. On a vu que par exemple, Fermin ouais. Lopez a joué en tant qu'ailier gauche. C'est pas un ailier de Mhm. formation, c'est pas un dribbleur, mais des fois, rien qu'avoir un joueur qui occupe la Tout, position, ça fait beaucoup de bien aux autres et ça peut apporter d'autres situations aussi intéressantes. Et ça, il faut un petit peu travailler dans ce sens-là pour pouvoir être plus imprévisible et encore plus faire mal tout à fait aux d'accord avec toi adversaires. sur ce point-là. Donc, on peut directement enchaîner par le dernier point. Et là, je te laisse parler de l'inefficacité Et du bah, Barça. sur l'inefficacité du FC Barcelone, c'est vrai que ça, c'est un point qu'on n'avait pas trop vu en fait depuis ce début de saison. Parce on était sur un Barça encore qui était frais, toujours dans cette logique où, en plus d'avoir un jeu qui marchait bien de verticalisation, si on peut le synthétiser comme ça, on avait des joueurs qui ne rataient pas beaucoup d'occasions en fait. Et ça, faut en parler. On avait des joueurs qui étaient assez cliniques devant les cages. Alors, on a toujours eu un Lewandowski quand même qui était en capacité de rater des gros trucs. On se rappelle notamment du Classico où il met un poteau. Je sais pas encore comment il a fait pour mettre le poteau alors qu'il y avait plus de gardiens dans les cages, mais bon, il l'a fait. On avait toujours Bon, ça, mais comme on en mettait 4-5 à côté, bon, on se disait ça passe, ça passe. On est sur des matchs là, plus on avance, les scores ils sont serrés. Du coup, forcément, les buts, bah, on veut les voir et il y en a peut-être un tout petit peu moins. Et forcément, bah, les grosses occasions loupées, on les voit. Notamment, ça s'est vu sur les deux derniers matchs, Leganés Atlético Madrid, où en vrai de vrai, dans le jeu, on a vu de bonnes choses, on a réussi à se mettre en situation de scorer, et on a fait face à de gros loupés, que ce soit des 1 contre 1 vraiment face au gardien, enfin des situations où normalement tu dois marquer un nombre de XG, je pense qui a explosé, un nombre de grosses occasions devant les buts qui a explosé. Ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on avait déjà sous Xavi, mais c'est quelque chose de nouveau sous Flick. Est-ce que comment on va pouvoir résoudre ça? Ça, c'est une des grosses, ça, c'est une grosse question. J'ai souvent du mal à répondre, moi, à cette question parce que le problème d'inefficacité, j'ai l'impression que c'est souvent quelque chose de mental plus qu'autre chose.
mais c'est vrai que c'est une nouvelle donnée qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, et j'espère que ça va pas revenir un petit peu comme l'année dernière, où l'année dernière on était déjà une des équipes d'Europe qui se créait le plus de grosses occasions, mais on n'était pas assez tueur. Et j'espère qu'on va redevenir une équipe quand même assez méchante devant les cages, ce qu'on était quand même depuis le début de saison. Oui, par rapport à l'efficacité, on peut Ouais, directement l'imputer aux joueurs parce qu'en soi, quand Lewandowski rate devant les cages, on va pas non plus dire que c'est la faute d'Hansi Flick, c'est clairement, lui qui doit mettre le ballon au fond clairement. du filet, ça c'est sûr et certain. Maintenant, quand on regarde d'un peu plus près, par exemple face à Leganés, le Barça Ouais, encaisse un but à la troisième minute de jeu. ouais, À ce moment-là, ça mm, peut arriver. Tu fais une erreur, il y a un ouais, corner, le marquage n'a pas été bon, t'encaisses un but, ça peut arriver à ouais, n'importe quelle équipe au monde. Maintenant, ce qui me dérange personnellement, c'est que l'équipe va beaucoup se mm, précipiter pour marquer le but. Alors d'un côté, oui, il faut attaquer, ouais, oui, il faut relever la tête, il faut mettre un gros score pour retrouver de la confiance, mais de là à se précipiter, à ouais, attaquer constamment comme ça, pour moi, c'est pas non plus la meilleure des méthodes. Et si on prend les choses de manière plus globale, encore une fois, si on prend beaucoup de recul, de base, dans l'ADN du Barça, l'une des choses les ouais, plus importantes, c'est la patience. Travailler à chaque fois sur la patience, construire petit à petit et être sûr que si tu es meilleur, si tu as le ballon, tu vas finir par avoir c'est des ça. occasions et tu vas finir par marquer. Avec Hansi Flick, Mm, dans son ADN à lui, c'est un peu l'opposé. Lui, c'est vraiment constamment attaquer et ne pas perdre de temps, toujours aller de l'avant. Et ça, il faut l'accepter. Quand tu prends Hansi Flick, c'est très bien que ça ne colle pas avec toutes les idéologies de jeu du Barça. Maintenant, je pense que lui aussi doit faire un pas vers les idéologies du Barça et à ce moment-là, tu auras une équipe qui va être bien plus patiente. Et peut-être que c'est aussi la clé. Parce que quand les joueurs se précipitent, ils perdent un petit peu en lucidité. On le voit des ouais. fois, ils sont au bout de leurs efforts. Tout à fait. Et ça aussi parce que la verticalité, en fait, quand tu la joues rapidement, c'est Ouais, tout de suite plus difficile quand tes joueurs ils sont un peu fatigués, hein. On en revient à cette problématique de au début de la saison, ça marchait bien. Mais si tu joues vertical et que tes joueurs ils sont fatigués, tu fais des gestes qui vont vite. Et forcément, si tu fais des gestes qui vont vite, bah, c'est plus difficile à exécuter. exactement. Et donc maintenant qu'on a parlé des points négatifs, on va passer à la suite. Et là, on va voir justement qu'est-ce que le Barça pourrait faire. Pas forcément pour arranger ça, mais en tout cas, qu'est-ce que Mm. déjà Hansi Flick propose. Et l'une des choses qui saute aux yeux, c'est le retour du 4-3-3. Et comme vous le savez, moi, Ouais, j'aime pas forcément parler des compos. ouais. Je préfère parler à Mm. chaque fois des systèmes, des animations. Ce qui est important surtout, c'est de se dire que on a vu quelques fois Daniel Olmo être mis sur le banc et on a vu Pedri et Gavi dans le rôle de relayeur avec un véritable pivot Ouais, qui est Casado devant la défense. Et ça, pour moi, c'est intéressant parce qu'on l'a dit, dans les aspects négatifs, il y a cet aspect de se dire que le Barça est peut-être un petit peu trop mm. vertical des fois, manque de contrôle. Quand tu as deux relayeurs comme ça, là, tout de suite, tu mets beaucoup plus le pied sur le ballon et, par exemple, on sait que Daniel Olmo, quand il touche le ballon, il aime bien se retourner directement et attaquer l'espace. Pedri et Gavi savent très bien le faire aussi, mais savent surtout garder le ballon dans leurs pieds et Ouais. organiser le jeu tranquillement. Par rapport à ça, on l'a vu face à l'Atlético Madrid, on a vu une équipe qui avait beaucoup plus le ballon. Alors oui, les Colchoneros ne veulent pas l'avoir eux, donc ça facilite un peu les choses, mais dans l'idée, on a vu quand Ouais. même beaucoup plus de maîtrise dans cet aspect-là. Oui, Les- comme tu le dis, même si les Colchoneros, c'est pas une équipe qui forcément veut avoir le ballon, on l'a aussi fait face à Dortmund, ça en fait. Donc j'ai l'impression, moi vraiment, qu'on a commencé à le mettre en avant, cette problématique, juste avant Dortmund. On s'est dit, ça commence à faire beaucoup de matchs, on est vraiment tout le temps sur vertical, on tombe dans un cliché de Baldé TGV, de Rafinha TGV, Fermin Lopez TGV, Daniel Olmo TGV, des mecs qui prennent le ballon tout le temps tout droit. Genre vraiment, j'essayais à chaque fois de compter le nombre de fois dans le camp adverse. On se faisait des passes en retrait, on avait au moins 20 secondes de possession dans le camp adverse. J'arrivais pas à le faire. Vraiment, c'était tout le temps, on a le ballon en mode offensif, on va tout droit. Temporiser un petit peu les gars parce qu'avec ce rythme-là, on va pas tenir sur toute la saison et en plus essayer de faire monter le bloc. Ça a plein de côtés positifs d'essayer de temporiser. Et donc, même si on avait des fois des adversaires, bah, je sais pas, qui pouvaient nous laisser le ballon, hein. Il y avait des adversaires, même là on dit les Colchoneros, ils nous laissaient, etc. le ballon. Oui, mais on a su le prendre alors qu'il y a des matchs qu'on a eu cette saison contre des adversaires qui auraient pu nous le laisser et on n'a pas tout le temps temporisé à ce moment-là. Et là, ce qu'on a vu vraiment déjà contre Dortmund, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors c'était encore dans la formation avec le double pivot, mais au moins j'ai vu des joueurs s'efforcer à le faire. Un Daniel Olmo dans les statistiques, on a vu beaucoup plus présent demander la balle au milieu de terrain à des Pedri, des Casado, alors que comme tu l'as très bien dit, Daniel Olmo, sa problématique des fois, c'est qu'il se retourne tout le temps vers le but, il veut tout le temps être le dernier maillon de la chaîne et essayer d'être ce joueur décisif, mais sauf qu'il a cette capacité à être dans le milieu, de conserver, de faire partie réellement de ce trio au milieu de terrain, et on a vu ses statistiques en termes de contrôle de balle, en termes de passes, beaucoup plus haute face à Dortmund parce qu'il était réellement impliqué dans la création du milieu de terrain. Mais après, la problématique pour le Barça, ça va être de continuer là-dessus. Là, ce qu'on a vu contre l'Atlético, dans l'idéologie, comme tu l'as dit, ce qui est important aussi, c'est parler d'animation. C'est bien parce qu'on a encore vu un Barça qui a progressé là-dessus. Encore une fois, je répète, l'idée, c'est pas d'être Manchester City et d'avoir 1 heure le ballon dans les 30 derniers mètres adverses parce que on n'a pas forcément des joueurs pour. C'est ça aussi la difficulté du Barça, c'est qu'on a aussi des joueurs
qui sont très bons dans la verticalité, il faut jouer avec et s'en servir. Faut pas restreindre, freiner des joueurs comme Rafinha qui ont besoin d'être servis dans ce type de jeu, de positionnement. Mais il faut plus en faire, exactement comme tu l'as dit, parce que ça va diversifier nos attaques, ça va nous permettre de récupérer le ballon plus vite. Il y a énormément de points positifs autour de cette conservation de balle et autour notamment de ce 4-3 qui a été nouveau, ce 4-3-3 face à l'Atlético Madrid, mais qui, pourquoi pas, sera instauré pour la suite de la saison. Exactement. Et je pense vraiment que par exemple le match face à Atlético Madrid, Ouais. c'est un point nord par rapport au Ah oui. résultat, mais par rapport au jeu, Ouais. ça Ouais. peut être très très positif pour la suite. Parce que là, tu as trouvé une alternative. On sait que Daniel Olmo est souvent blessé, on sait qu'il n'est pas toujours très régulier. Là, tu as un joueur comme Ouais. Gavi, peut-être même que De Jong aussi pourrait le faire plus tard, au poste de relayeur comme Tout à ça, fait. qui t'apporte autre chose. Et là, directement, tu apportes plus de cordes à ton arc. Et donc là, tu peux Tout être à plus fait. dangereux de différentes manières. Et ça, je trouve vraiment que c'est une Ouais, perspective ouais, qui est tout. intéressante pour la suite. T'as raison, en fait. C'est Ah vraiment ouais, cette idée de se dire, on va peut-être pas aussi non plus s'enfermer dans un 4-3-3. De toute façon, on verra très bien ce que fait Flick en deuxième partie de saison. Mais c'est de se dire, bah, peut-être dans ce match-ci, le double pivot est plus pertinent, d'avoir vraiment un Pedri à côté de Casado et juste un numéro 10 par rapport à notre adversaire, toujours s'adapter à l'adversité de toute façon. Ah tiens, dans ce match-là, plus vers un 4-3-3, où on va être plus en conservation. Tu mets un Pedri un petit peu plus haut, parce qu'on a dit Pedri, bien évidemment, dans le double pivot, a le jeu en face de lui, c'est très bien. Quand il est trop devant, je trouve quand même que des fois c'est un peu plus compliqué de le trouver, et vu que tu le trouves pas, bah forcément tu perds, c'est pas forcément son niveau à lui. Mais là, dans son rôle de relayeur numéro 8, à côté de Gavi, qui a un peu le même rôle, moi j'ai adoré ça face à l'Atlético. De toute façon, on va parler après du rapport match gagné, mais en même temps être bon dans le contenu, on va en parler juste après, je pense. Mais voilà, moi, dans ce que j'ai vu contre l'Atlético, je dis c'est la bonne voie. Je pense que c'est le bon chemin pour la suite de la saison. Voilà, je suis totalement d'accord par rapport à ça. Et maintenant, on peut enchaîner directement avec un autre point qui concerne donc les ressources mentales des joueurs. Parce qu'en soi, comme vous le savez, la gestion des émotions pour faire une grande saison, pour être Mm. compétitif, c'est très important. Regardez par exemple le Real Madrid, là où ils excellent, c'est à chaque fois dans la gestion des émotions, gérer les temps forts et les temps faibles comme il se doit. Et par rapport à ça, le Barça aujourd'hui va un petit peu mal, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit des Ouais. joueurs pour moi qui montrent un autre visage. Quand on regarde par exemple Pedri, son comportement sur le terrain, on voit vraiment qu'il est hyper impliqué et on voit que par exemple dans ses conférences de presse, dans les mots qu'il emploie, Ouais. c'est toujours dans le sens de l'équipe, il pense toujours au collectif. Quand on regarde par exemple Rafinha, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il avoue toujours cet tort plusieurs fois. Par exemple, Ouais. face à Atlético Madrid lors de la Mm. défaite, il dit qu'il est responsable. C'est des petites choses comme ça qui font que la cohésion de groupe est Mm. renforcée, il n'y a pas de guerre d'ego et tout le monde va dans le même sens. Par rapport à ça, on voit aussi sur le terrain une équipe déterminée. Ils donnent tout jusqu'à la fin. Par exemple, au Barça, on a beaucoup vu des matchs où ils perdaient pour très peu de Ouais. choses et ils baissaient quand même les bras. Ils se relâchaient et c'est comme ça Ouais. qu'au final, tu prends des gros scores. Parce qu'à un moment donné, à un très haut niveau, si tu relâches un petit peu la pression, si tu te laisses un petit peu aller, tu peux encaisser 2-3 buts en très peu de temps. Et le Barça l'a connu souvent avec des champions, même en Liga, quelquefois. Là, cette saison, ce n'est plus le cas. Quand on perd à chaque fois, c'est très serré, ça se joue à rien Ouais. parce que les joueurs donnent Tout tout à fait. jusqu'à la dernière seconde. Et ça, pour moi, c'est très important. Et c'est ce sur quoi il faut s'appuyer pour la suite. Avec ce type-là de mentalité, avec Hansi Flick aussi, qui encourage toujours ses joueurs à faire plus, à améliorer toujours leurs défauts, comme Rafinha l'avait dit aussi. En deuxième partie de saison, il y a de bonnes perspectives à avoir parce que ils savent qu'ils peuvent encore progresser. T'as quasiment tout dit sur ce sujet et c'est pour ça que des fois quand j'entends problème de motivation du côté du Barça, etc., j'ai un petit peu du mal à y croire. Après, je connais pas la vérité derrière ce sujet, mais à part peut-être des fois des Lewandowski, des Frenkie de Jong, le reste, je vois des Koubarsi, ils ont l'amour du maillot, je vois des Rafinha, ils ont l'amour du maillot, Pedri pareil, Casado pareil, Gavi pareil, Lamine Yamal pareil, Koundé, c'est un bosseur, un travailleur incroyable. J'ai du mal à voir ces gars-là vraiment qui sont pas déterminés pour essayer de remporter des choses. Donc, sur ce point-là, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est positif et qu'il faut retenir pour la deuxième partie de saison. Et si on veut être optimiste, bah ouais, c'est bien d'avoir ce type de profil-là, ce type de joueurs qui vont pas chercher tout le temps des excuses. Et ça vient aussi de l'entraîneur, ça vient aussi de Flick, hein, là-dessus, comme tu l'as évoqué précédemment, qui est un entraîneur qui se cache pas non plus, qui assume les défauts, qui essaie de travailler dessus et qui essaie de changer dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc tout ça, ça forme quelque chose qui, je trouve, est positif quand même pour le Barça. Exactement, et c'est ce vers quoi il faut continuer à tendre pour pouvoir être plus compétitif. Mais est-ce que tu as encore un point à ajouter peut-être? Et là, on a parlé de la temporisation, etc., aussi de cette mentalité. Moi, bah, on en a parlé juste avant, c'est cette idée de rotation. On a dit que c'était un des petits défauts qu'on avait là quand même sur ces 6 premiers mois. Bah, vu que c'est un petit défaut, autant essayer un tout petit peu de le corriger. On va avoir le retour très important de Araujo, je pense. On va voir comment lui, ce qu'il va répondre à ça, parce qu'il a des choses à prouver quand même. De Jong,
Va falloir qu'il montre des choses. S'il veut rester au Barça, parce que là, ça commence à devenir de plus en plus chaud, va falloir qu'il montre des choses. Tu vas avoir du Ferran Torres, du Ansu Fati aussi qui va revenir, Christensen à un moment qui va revenir, Gavi de plus en plus, ça va revenir à 100%, même si bien évidemment on reste extrêmement patient avec Gavi parce qu'il revient d'une très très grosse blessure. Mais voilà, le retour des blessés, il faut les mettre, comme on l'a dit, dans un certain confort. Pas arriver et les mettre, on met 8 d'un coup parce qu'ils vont pas être à l'aise, ils vont pas avoir de rythme, ils vont pas avoir la confiance. Les entourer de joueurs cadres, de joueurs qui vont pouvoir les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, travailler autour de ça et l'assumer un petit peu, cette rotation. Parce que oui, encore une fois, on perd en termes de qualité pure par rapport à notre 11 type. Mais sur le long terme, pour le long terme, on va gagner parce qu'on va avoir des joueurs frais. Et on sait que la fraîcheur, c'est un point clé de notre FC Barcelone sur cette année 2024-2025. Et pour ça, par exemple, il y a la Coupe du Roi qui va arriver, Ouais. qui peut permettre de faire jouer d'autres joueurs, évidemment. Il y a aussi la Ligue des C'est vrai. Champions où tu es assuré d'être dans le top 8. Alors Ouais. évidemment, tu as envie de viser la plus haute place possible, mais peut-être que si jamais en Liga c'est compliqué, tu peux te Tout à permettre fait. quelquefois de faire jouer d'autres joueurs Mhm. un peu moins importants dans l'effectif, et ça peut aider. Et puis, si on termine avec une note positive pour la suite de la saison, ce que j'aimerais dire surtout, et c'est ce que j'ai toujours répété, c'est que le Barça doit s'appuyer sur ses individualités. Parce que quand on regarde, Rafinha a passé un cap. Cette saison, on voit qu'il est quand même beaucoup plus performant. Mhm. On voit que Lamine Yamal, lui, continue toujours à exploser. Casado, Pedri, on voit vraiment des joueurs qui Ouais. montrent un très haut niveau de forme. Et avec ce type de joueurs-là, ils peuvent faire la différence dans les moments les plus importants, notamment avec des champions, vu leur niveau qu'ils affichent constamment. Et ça, c'est une très bonne chose. Auparavant, on ne le voyait pas. Par exemple, la saison passée, si on doit sortir un joueur vraiment qui sort du lot, qui est très performant, on peut en citer évidemment, mais c'est pas non plus si évident que ça. Cette saison, vraiment, on a des joueurs qui postulent pour le Ballon d'Or jusqu'à présent. Alors évidemment, ça va dépendre aussi des titres, mais ils peuvent le prétendre parce que jusqu'à présent, ils ont montré un très haut niveau de forme. Il faut continuer là-dessus. Et il faut se dire que si jamais tu as ces joueurs-là qui sont aussi performants, il faut les protéger justement, comme Dave l'a dit, faire de la rotation, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils soient à 100% dans les matchs les plus importants. Donc maintenant, je pense qu'on peut terminer avec le message Ouais. de fin de vidéo. Un truc qui me tient un petit peu à cœur en ce moment, etc., en voyant les matchs, c'est que je pense qu'il faut pas s'arrêter jusqu'au résultat. Pour bien plein de raisons différentes. Tout d'abord parce qu'on est supporter du Barça et que notre philosophie, c'est aussi de s'attarder sur la manière. Et surtout parce que cette philosophie, elle est dans l'idée de se dire, si dans la manière, on est bon autant de matchs dans la saison et qu'on continue à performer de cette manière, c'est ce qui va nous apporter la victoire. C'est pas juste de dire il faut bien jouer, accepter les défaites. C'est pas une idéologie de la loose. Mais c'est de se dire, imaginez le match contre l'Atlético Madrid, si on le joue 100 fois, je suis quasiment sûr qu'on le gagne 95 fois le match. Si on le joue exactement de la même manière. Alors que typiquement un match, on en a longuement parlé avec Wartok récemment sur Twitter, le match qu'on a gagné 5-1 contre Mallorca, si on le joue 100 fois, je suis pas sûr qu'on le gagne 95 fois. Je suis plutôt d'avis qu'on le gagne 70 fois sur 100 fois. Du coup, il faut aussi s'attarder sur la manière que ce soit si on perd, mais si on gagne 1-1, le contenu, peut-être que c'est pas forcément la bonne voie dans laquelle on doit aller sur le contenu pour la suite de la saison. En revanche, une défaite contre l'Atlético Madrid, moi, j'ai fait un débrief juste après. J'ai dit, j'ai du mal, entre guillemets, à être totalement énervé contre cette équipe parce que la manière, réellement, moi, pendant 90 minutes, j'ai pris du plaisir sur ce que j'ai vu. Bien évidemment, je suis déçu qu'on n'ait pas gagné, je suis déçu de la défaite, le but à la dernière seconde, etc. Mais en vrai, pendant 90 minutes, j'ai pris du plaisir et je considère, c'est peut-être que moi, mais qu'avec cette manière que j'ai vu contre Atletico, on va aller loin en deuxième partie de la saison si on joue de la même manière. Donc ne pas s'arrêter juste sur le résultat. Essayer de penser qu'avec l'idéologie du beau jeu, le Barça va se relever et le Barça va aller loin. Et ça, on peut le prendre aussi, par exemple, pour le match face à Leganés. Ouais. Quand on regarde, on perd 1-0, mais dans la production, oui. ce qu'a fait le Barça, c'était excellent. Ils se sont créés énormément d'occasions. C'est Après, clair. Lewandowski a du déchet à la finition, ça, on commence à avoir l'habitude. Et ça pose beaucoup de problèmes. Mais dans l'idée, si on rejoue le match, comme l'avait dit Dave 100 fois, on le gagne encore une fois 95 fois. Et il faut arrêter simplement de regarder le résultat et le prendre comme un argument fort en disant que si on a gagné, on a forcément bien joué. Si on a perdu, c'est qu'on a mal joué. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et au final, c'est toujours le jeu qui va donner raison à la suite. Si le jeu est cohérent, s'il y a une progression constante, au final, ça va finir par payer. Si ce n'est pas le cas, tu vas finir par le payer, mais cette fois-ci négativement. Et par rapport à ça, ce qui est important aussi pour moi, c'est de se rappeler des objectifs de la saison. Comme on l'avait dit lors de la vidéo de Dave aussi, quand on regarde avec le contexte, quand on regarde la saison de Xavi, la dernière qu'il avait faite avec toutes les humiliations qu'on a subies par Gérone, par Villarreal, par Paris, par tout ce que vous voulez, ça allait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Par rapport à ça, aujourd'hui, on est là, on a giflé quand même le Bayern, le Real Madrid, on a fait des matchs mémorables, on prend énormément de kiff à tous les matchs, c'est quand même une très bonne chose. Alors oui, quand on voit que le Barça peut
mettre de très gros scores dans le top Bah, club, on se dit qu'on veut ouais, aller gagner ouais, avec des champions. On veut gagner tous les titres même, si possible. Mais il faut quand même garder la tête froide ouais, et se dire qu'on vient de très loin. On n'a c'est pas non ça, plus un effectif très très important. Et au final, peut-être que le plus important, c'est de c'est retrouver ça. de la stabilité au sein du club. Avec un projet de jeu qui est cohérent, où on sait où on se dirige. Pour la suite, avoir des joueurs qui vont progresser, continuer à miser sur la Masia, la jeunesse, pour la suite, pour pouvoir simplement dominer ce sport à nouveau comme on l'avait déjà fait. Si on veut le faire, il faut avoir une vision long terme. J'ai l'impression de m'écouter en train de faire des vidéos sur, sur l'analyse et mes conseils pour le Barça. Je pense exactement la même chose. C'est cette idée de se dire, on n'est pas, Wartok et moi, on n'est pas contre le fait de soulever une coupe, soulever deux coupes, soulever trois coupes cette année. On a envie, comme vous, de les voir se soulever. Mais c'est juste, bah, on est, voilà, c'est juste qu'on Ah bah se bien sûr. dit, on a quand même un contexte d'un club qui est en difficulté. Le premier objectif, selon moi, et moi je l'ai dit dans des vidéos, mais dès le mois d'août, j'ai dit l'objectif principal pour le Barça, c'est de créer une base solide sur laquelle s'appuyer pour les années à venir. Et si on gagne pas la Liga, mais que j'ai trouvé ça dans le Barça, que j'ai trouvé une ossature, une colonne vertébrale, des jeunes qui se sont améliorés, des Pedri qui s'est amélioré, Lamine Yamal, Koubarsi, Casado, Gavi, qui prennent en niveau, etc., que je vois quelque chose qui va vers l'avant, qui s'améliore en continu sur toute la saison, je serais content. Alors oui, je serais un petit peu déçu de pas soulever un trophée, mais je serais heureux de me dire, bon, là, on travaille sur un truc solide sur lequel on va s'appuyer, exactement comme tu viens de le dire, sur les futures années. Donc ça, c'est super. Et est-ce que toi, pour conclure, tu m'avais parlé un petit peu une problématique de suivre les tendances, etc. à certains moments. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport des fois à cet aspect un petit peu négatif que peuvent avoir certaines personnes de la commu ou certaines tendances? Ça, Ouais, c'est surtout sur Twitter, ouais, mais même sur YouTube, hein, dans mes commentaires, je le vois. À chaque fois, quand par exemple le Barça gagne trois ouais, matchs de suite avec des ouais, gros scores, eh ben, c'est magnifique. Hansi Flick est le meilleur coach au monde, le Barça est la meilleure équipe au monde, ouais, nos joueurs sont les ouais, meilleurs au monde et tout se passe parfaitement. Maintenant, quand on perd trois ouais, matchs de suite, c'est une catastrophe. Tout est à jeter. ouais, Moi, j'avais vu des commentaires sur ma chaîne qui disaient qu'Hansi Flick doit être viré déjà dès maintenant. Il y a quand même des gens qui le pensent et les flics out, ça ne ah, rigole pas. Ça commence déjà à venir parce qu'on a eu quelques mauvais ouais, résultats. c'est pas... Et ça, ce n'est pas normal. Si à chaque fois vous vous fiez uniquement aux résultats et vous en tirez des Oui, conclusions, c'est ça. on va aller nulle part à chaque fois. Et puis on ne sait pas débattre. Au final, ce qu'il Ouais, faut, c'est toujours rester dans le respect. Toujours ne pas manquer de respect aux coachs, aux joueurs, etc. Évidemment. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est analyser ouais, le jeu, comprendre un petit peu ce qui se passe ouais. et voir un peu ce qui peut se Mais passer par la oui, suite. Une saison, c'est très long. On l'a vu, par exemple, le Real Madrid a très mal ouais, commencé. Aujourd'hui, ça va mieux. Et peut-être qu'ils vont se ouais, relancer. Peut-être que c'est eux qui vont gagner les titres cette saison. Alors que ouais, le bah ouais. Barça a commencé très fort. Aujourd'hui, ça va un petit peu moins bien. Peut-être qu'ils vont aussi réussir encore à se relancer. On ne sait pas. Tout peut arriver. Aujourd'hui, on est qu'au mois de décembre. On va arriver en 2025. Il y a encore des mois de compétition. Il y a encore toutes les compétitions, justement, qui sont en jeu. Et on peut gagner plein de titres, on peut faire plein de choses, mais par rapport à ça, il faut rester lucide aussi. Il faut prendre du recul sur la situation. Moi, je pense que dans la commu Barça, Ouais, on est hyper engagé. On aime ce club plus que tout. Et c'est un club vraiment assez spécial. Je pense que vous le savez tous, hein, ceux qui sont fans du Barça, vous savez très bien qu'on a une relation assez spéciale par rapport au club. Mais il faut tout de même, quand ouais. même, garder un petit peu la tête sur les épaules et pas simplement parler avec notre cœur, mais des fois avec notre tête. Et c'est comme ça aussi qu'on pourrait trouver la raison. Ouais, bah oui, Qu'est-ce oui, que non, tu en mais c'est penses, tout à fait David? ça. Tu l'as très, très bien dit. Le mot, c'est une saison, c'est long, en fait. C'est-à-dire que la vérité d'octobre, la vérité de novembre n'est pas du tout la Ouais, vérité d'avril et de mai. Donc, toujours avoir la tête froide, toujours être lucide, bien évidemment, un petit peu chambrer ou charrier l'adversaire avec gentillesse quand il le faut, quand il faut le faire, parce que c'est toujours marrant, c'est toujours du football, etc. Mais toujours se dire, bon, bah, on garde la tête sur les épaules. Et puis, même si tu gagnes un trophée, je sais pas si tu gagnes une Liga cette saison, te dire, mais c'est que le début, quoi, entre guillemets. On réenclenche quelque chose. Et ça veut pas dire qu'on est totalement de retour. Et exactement. restons patients, en fait. Restons lucides, tranquilles, prenons de la hauteur, essayons de s'écouter, d'argumenter, même si on n'est pas tout le temps d'accord. J'espère qu'à travers cette vidéo, bah, on a montré que c'était un peu ce qu'il fallait faire en abordant les plus, les moins. Il y a des zones de gris, il n'y a pas que du blanc, il n'y a pas que du noir. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Mais on avance comme ça, tranquillement, et on n'est pas obligé de tout le temps essayer de soit broyer du noir à fond, soit se dire, ah c'est bon, au mois d'octobre, on est à nouveau la meilleure équipe du monde et on va écraser tout le monde alors qu'il nous reste encore 7 mois à faire et que la saison va être très longue. Donc ouais, très bon point, Martin. Et c'est sur ça qu'on va terminer la vidéo dès maintenant. Ça a été vraiment un plaisir, hein, Dave, de tourner avec toi. C'était un kiff. Ouais, On a pu parler d'énormément de choses. C'est très long. J'espère que vous avez réussi à suivre tout ça, hein, parce qu'on a ouais, vraiment parlé de tout ce qui s'est passé ah en cette ouais, saison. Peut-être qu'on a oublié quelques points, mais en même ouais. temps, ça a duré tellement longtemps. De toute façon, n'hésitez pas à suivre Dave sur sa chaîne. Il va faire d'autres vidéos. Il va continuer à analyser le club. Vous pouvez le suivre. C'est un super YouTuber. Et je pense que si vous aimez mon contenu, vous allez forcément aimer son contenu. On a des idées assez similaires. Après, il y a quand même des différences, évidemment, mais vous allez voir ça sur sa chaîne. Merci de nous avoir écoutés et merci infiniment
effectivement de m'avoir invité. Tous les compliments que tu as cités, je te les relance. Voilà, c'est super ce que tu fais. Bon, là, on est sur ta chaîne, donc les gens connaissent déjà, mais continue à regarder les vidéos War Talk. Ça a été un énorme plaisir. On sait que ça a été long, mais voilà, c'est l'objectif de faire un bilan, d'essayer d'analyser un petit peu tout. On espère que vous aurez kiffé. Un énorme merci de m'avoir invité. C'était un super plaisir de partager ça avec toi. Plaisir partagé. Eh ben les gars, je vous laisse là-dessus. Peace.